Aujourd'hui, on va parler de mathématiques et d'orientation scolaire. Nous sommes avec Antonin, qui est de la chaîne YouTube The Math Taylor. Oui, c'est en anglais. Et si les noms tels que ENS, Oxford et Cambridge te parlent, reste avec nous, on va parler justement de comment intégrer ce type d'école, puisque Antonin a été à l'ENS au départ et il a une chaîne YouTube sur laquelle il parle d'exercices mathématiques, notamment ceux qui peuvent être posés à l'entrée de ces écoles anglo-saxonnes. Antonin, bonjour. Hello, excellent résumé. Tu m'as fait peur, tu as commencé en anglais, je me suis dit, est-ce qu'on va partir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, Oula. j'aurais dû Ouais, préciser que alors, Vas-y, vas-y. ouais, le nom de la chaîne est en anglais parce que dedans je fais du contenu, tu sais, où je parle de concours anglophones, comme tu as dit, mais pour les Français. Je me suis rendu Oui, compte que les Français ils connaissaient rien, ils comprenaient rien, et donc j'ai voulu donner un petit peu d'indice dès le nom. c'est très bien. Et moi, je sais que une des premières phrases qu'on apprend en anglais, c'était Taylor is rich. Je me suis dit, bon, c'est très bien. The Mass Taylor, tous les mots devraient être compréhensibles. Ouais, mais Taylor, j'ai vraiment voulu mettre le côté, tu sais, genre c'est tailored pour toi, tu vois, c'est personnalisé pour toi. Ah, ah ouais, ok, C'est ce j'y avais pas côté, au pensé. lieu de faire ton costard perso, c'est ton cours de maths perso, tu vois. Pas Ah, il y a mal. beaucoup de pensées là, j'ai mis 8 mois à trouver ça. Je vois. C'est faux! Non, t'as trouvé le nom comme ça et tu t'es dit, c'est la première chose qui t'est venue à l'esprit ou t'as fait comment? Ah, j'ai pensé, je veux mettre personnalisation, vraiment le côté, allez, on s'adapte, c'est pour vraiment transmettre cette idée de prof particulier, qui est mon boulot de base. Je me Ouais. suis dit, bon, comment je mets ça de manière cool et sympa? En français, ça fait 5 mots, ça fait 48 000 caractères, ton prof particulier de maths, c'était relou. Je fais, bon, Ouais. allez, Math Taylor, ça fait stylé, c'est bon. On parlera à la toute fin aussi de ce que tu fais en ce moment, parce qu'Antonin a une application qui s'appelle Studio de prof particulier dans ton téléphone portable, en gros. On en parlera à la fin. On va recommencer au début pour aider un peu les viewers qui te découvrent, qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment était ton parcours scolaire juste après le lycée et ensuite, bon, tu as été à ENS, j'ai déjà dit, mais comment est-ce que ça s'est passé à ce moment-là pour toi? Parce que ceux qui écoutent sont principalement des ingénieurs ou des jeunes qui veulent devenir ingénieurs, qui aiment pas mal les maths. J'aime beaucoup les maths aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours à la fin du lycée, comment ça se passait au niveau d'orientation scolaire pour toi et comment tu l'as vécu? Ouais. Alors déjà, le lycée, j'étais au lycée Louis-le-Grand. Donc même le lycée, c'était assez particulier comme expérience. Je sais que c'est pas tout le monde qui a accès à ce lycée. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance et je suis très reconnaissant d'avoir pu y rentrer. C'était l'époque où, alors ça a changé récemment malheureusement, mais c'était l'époque où voilà, le lycée, c'était un des rares lycées, enfin des deux seuls lycées français publics qui pouvaient choisir ses élèves hors de son secteur. Et donc ils choisissaient en général les meilleurs élèves de toute l'île de France. Donc ça fait qu'il y avait bien sûr des élèves aisés, de quartiers bourgeois, mais aussi des élèves de quartiers moins bourgeois, mais qui étaient très bons dans leur collège. Donc c'était assez cool. J'ai eu beaucoup de chance d'y rentrer. Le niveau est extrêmement dur. Tu prends cher, hein. C'est-à-dire que tu arrives en seconde, tu crois que tu es intelligent, tu es un des meilleurs en troisième, blam, 5 sur 20 en physique au premier contrôle. Bon, c'est que des petits intellos qui avaient 18 en troisième qui se prennent des 5. Disons que tu prends un coup d'humilité très tôt. Et en soi, si tu veux faire des longues études, c'est mieux de se le prendre tôt. Parce que beaucoup de gens, enfin, je sais pas si tu t'en souviens, mais beaucoup de gens se prennent la grosse claque d'humilité en arrivant en sup. Ouais, T'arrives en ouais, sup, tu crois bah, que t'es brillant, ouais. t'as eu 20 au bac et blam, le 4 sur 20. L'avantage d'un lycée comme ça, c'est que j'ai pris la claque en seconde. Donc après, tu te dis, bon, je suis pas si intelligent, et tu bosses, quoi. Et après ça, en terminale, ça a été la lutte pour justement rester. J'étais dans le J'avais un délire quand même de réussir, je voulais vraiment réussir, j'avais goûté un peu à ce truc d'excellence. Je me suis dit, bon, je me suis battu et je me suis dit, il faut que je reste dans ce lycée, il faut que je reste à Loup-le-Grand en prépa. Et ça n'a pas été simple, parce qu'il faut être dans. Ils gardent les 5 premiers de chaque classe de terminale, sauf qu'être dans les 5 premiers de ta classe en terminale à Loup-le-Grand, ça veut dire en gros passer un an de terminale à faire une prépa, honnêtement. J'ai bossé tout le temps. J'ai été stratégique, là, parce qu'on parle de maths, mais en fait, vu que les mecs qui étaient très bons en maths, je pouvais pas les rattraper, j'ai bossé à fond ma physique pour être dans le premier en physique et avoir une place en PC. Je sais pas ce que ça fait toi, mais j'ai fait PCSI, physique chimie, Ouais, ouais. pour pouvoir avoir accès à une place. Donc j'ai fait des stratégies déjà dès le début, s'il y a des lycéens qui nous écoutent, j'ai fait une stratégie de filière versus lycée. C'est-à-dire que ouais, tu peux être pris, même si ton gros délire c'est MPSI, maths physique, après pas donc spécial maths, mais que t'as pas un très bon lycée, ça peut valoir le coup peut-être de faire un effort, même si tu hais la chimie, d'aller dans un meilleur lycée en PC. Enfin, il y a plein d'arbitrages comme ça. C'est ce que j'ai fait moi, j'ai pas hésité une seconde. Je veux ma place dans le bon lycée, donc j'ai fait PC, c'est pas grave, je ferai de la chimie orga. J'ai fait ça, j'ai cubé, j'ai raté tous les concours. Ouais. J'ai fait 2 ans de prépa. Déjà, tu arrives à la prépa, ça se passe comment? Parce que tu étais déjà c'était la prépa au même endroit, mais est-ce que ça s'est bien passé, pas bien passé? Tu l'as vécu comment? Alors ouais, en gros, en PCSI, il y avait un tiers de la classe qui venait de Loup-le-Grand déjà, 2 tiers qui viennent de toute la France. Bon, j'étais dans le premier tiers, avec des braves 10 de moyenne. Je me suis pas pris une claque monstrueuse, je savais que ça allait être dur. J'ai pas sombré.
mais je n'ai pas non plus été ultra chaud. Ça allait, quoi. J'étais pas mauvais. J'étais tellement pas mauvais que j'ai été dans. Enfin, à la fin de l'année, comment ça se passe dans ce lycée-là, c'était t'as 3 PC étoiles, 2 ultra quali, où en gros, t'as 25 élèves sur 40 qui vont à Polytechnique, et une où très quali, où ça va quand même dans les bonnes écoles, mais voilà, c'est au cas où tu galères un peu, ils veulent pas te traumatiser dans les deux autres, ils te mettent là, tu vois. J'ai pu avoir ma place dans une de ces deux-là. C'était la PC étoile 3 à l'époque, c'était légendaire parce que t'avais 2 profs, prof de physique, prof de chimie, qui étaient des profs à l'origine même de la filière PC, dans les années 90. C'était au ministère et tout, enfin vraiment des profs légendaires qui ont fait genre. Prof de physique avait fait Ulm, etc., mais avait fait toute sa vie prof de prépa par passion. Il n'avait jamais voulu faire autre chose. Donc des profs super. Donc t'imagines que ouais, t'es dans la classe et ils te disent dès la rentrée, bon ok, il y en a 25 Alix par an, mais c'est pas parce que vous avez le cul sur une chaise. C'est parce qu'il se trouve qu'il y a des gens très bons, et donc si vous dites qu'en étant là vous allez réussir, c'est faux. Ce qui est vrai, parce qu'au final, moi je me suis planté complètement. Et si quelqu'un veut enfin, tirer de quelque chose dans mon histoire, j'étais dans une classe ultra speed, peut-être la meilleure de France à l'époque. Aujourd'hui, il y a Ginette qui combat un peu. C'était ultra speed, ultra efficace. Chaque semaine, un DS, un truc, un chapitre, ça allait ultra vite. Je suis arrivé au concours, j'étais en retard sur tout. Donc j'ai fait tous les écrits, j'ai tout raté. Tous. Les mines centrales, machin, j'ai été admissible nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, tous mes copains dans des prépas un peu moins vénères, qui sont des prépas bonnes ou moyennes à Paris, ont fait mieux, ont été admissibles à Centrale, à la mine, alors que moi, rien du tout. Alors j'étais pas mauvais, parce que j'étais pas loin de réussir tout, mais toute l'année, on l'a passé à réviser ou à préparer en gros XENS. Donc c'était des niveaux d'exo tout le temps trop élevés, donc j'avais pas l'application, j'avais pas l'exo un peu moins dur qui me permettait de réussir ou de comprendre. Je passais des heures à essayer de capter, ça allait trop vite, les exos étaient trop durs. Donc j'ai passé l'année larguée et j'ai cubé. Bon, moi j'ai pu le faire, ça allait, et c'était peut-être un des meilleurs cubes, une des meilleures décisions de QB possible, parce que je suis passé de 35e sur 38 à dans les 10 premiers en gros. Et parce que voilà, il me fallait, en gros, moi je considère qu'il me fallait 3 ans pour accumuler le savoir de réussir à peu près les concours jusqu'au niveau X. Mais quand même, le conseil que je donnerais, c'est faites gaffe. Ça peut être traumatisant. J'ai été 35, 36e toute l'année, donc en gros, avant-dernier tout le temps. J'ai raté tous les concours parce que ça allait trop vite. Donc ça vaut peut-être pas le coup des fois d'aller dans la prépa top, top, top et de se faire recaler. Bon, j'ai tenu le coup psychologiquement, mais c'est pas évident. Il y a des gens qui réussissent beaucoup mieux leur concours, j'aurais été dans un lycée plus tranquille, j'aurais pu avoir une école plus facilement, etc. Donc ça, c'est l'expérience que je partagerais. C'était pas simple. La cube a été, enfin la 5,5 a été vraiment beaucoup plus intéressante pour moi. Et ça s'est pas mal passé au final. Bon, en cube, tu relatives, hein. Tu relativises. Donc j'ai raté un oral à l'X, j'en avais plus rien à foutre. Tout ce que je voulais, c'est une école normale. J'ai réussi à avoir Lyon, Cachan, Ulm, j'étais à l'oral, j'ai foiré un oral. Bon, j'étais très content d'avoir Cachan et Lyon et je suis parti faire ma vie. Donc là, au final, tu as intégré donc. ENS Cachan, oui. Donc j'avais été admissible partout en 5,5. Pour le coup, X, Ulm, j'avais réussi à peu près les écrits. Enfin, je vous dis ça. Ulm, je vous le dis en toute transparence, hein. J'ai eu 5,5 en maths pour une épreuve de 5 heures. En physique, épreuve de 6 heures, j'ai dû avoir 7. Bon, après, les épreuves de maths, elles sont connues de toute façon à l'ENS pour être très très dur. Enfin, je les avais même pas passées tellement je savais que la barre était élevée. Ah mais enfer! Ah mais j'ai eu 5,5, j'étais admissible. Monsieur, à l'ENS, il y a quoi? 4000 candidats, 80 admissibles, et j'ai été admissible. Non mais scandale! Bon, dans les derniers, je pense. Mais- Donc bon, en tout cas, voilà, l'expérience, ça a marché au final pour moi, mais je pense que vraiment, ça peut être une histoire enfin, ça peut être un bon récit pour des gens de se dire, écoute, des fois, tu vas dans une top prépa, t'as l'étiquette top prépa, mais dans 10 ans, tout le monde s'en fout. Donc ça vaut peut-être pas le coup de se tuer psychologiquement, d'aller dans un truc ultra chaud où t'as des gens vraiment efficaces autour de toi, des cerveaux qui vont vite, hein, qui vont tous finir à l'X et dans les 15 premiers, et pas pour rien, hein, c'était des gens vraiment brillants. Tous les petits camarades de classe pendant les 2 ans, ils ont tous fini major, enfin, les majors de l'X, ENS, Centrale, étaient dans ma classe à chaque fois. Donc c'est cool d'être avec eux, mais moi j'étais pas comme eux. Donc c'est pas grave, c'est agréable parce que des gens, ça reste des gens sympas, mais voilà, ça peut te mettre un coup psychologique. Il faut faire gaffe à ne pas trop avoir d'étoiles dans les yeux, genre je vais à la Ginette dans le top 3 des prépas, parce que tu peux te faire rétamer et c'est pas facile. J'ai tenu le coup, mais voilà, un an et être 37e, tu le sens passer. Et foirer tous les concours, c'est pas évident non plus. Donc voilà. C'est histoire un peu similaire pour partager pour s'il y a des étudiants qui sont encore en prépa qui nous écoutent ou qui sont avant. euh, comment ça s'appelle? Quand j'étais en prépa, donc j'ai fait 5 demi aussi. Euh, J'étais très content d'avoir fait 5 demi. Et en fait, j'étais en N, donc j'ai fait MPSI, MP, Maths Sup, Maths P. Et lorsque je suis arrivé en 5 demi, on m'a proposé d'aller en MP étoile. J'étais à Charlemagne à l'époque. C'est un peu moins coté, mais ça reste Ah, quand ça reste un même. top parisien, oui. Ouais, ouais, c'est petit comparé à d'autres classes. Il n'y a pas 3 PC étoiles. Il y avait une PC étoile, il y avait une MP étoile. Et on m'a proposé la MP étoile et j'ai refusé la MP étoile parce que mon prof de maths était juste incroyable en MP. Et surtout, il avait une manière d'enseigner qui était, Monsieur Jacquin, qui était exactement la façon dont moi je voyais les maths. Extrêmement systématique, très bourrine, mais qui marche. Et
s'il y a une chose à retenir de ça, c'est que je regrette absolument pas, c'est ce qui m'a permis d'avoir des bons résultats au concours aussi. J'avais pas envie de me retrouver dans une classe où, oui, j'étais 5 demi, donc je n'aurais pas été dernier, mais clairement, j'aurais été aussi contre des gens qui sont extrêmement brillants. Donc, je suis plutôt rapide en maths, mais j'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus rapides. Donc, voilà. Ça a un petit coup d'humilité. Le coup d'humilité, je l'ai eu en entrant en prépa, hein, pas comme toi. J'ai pas eu la chance de l'avoir en entrant au lycée. Bon, Mais je sais pas si c'est une chance, hein. il ne faut pas hésiter à se dire des fois, voilà, je peux être entre être le dernier d'une classe ou être dans le top 10 d'une autre et être plus confortable. Les deux chemins se valent. Il faut être psychologiquement sûrement plus dur, plus strong, plus fort pour faire ce que tu as fait toi. Être dans les trois derniers, continuer et pas craquer. Euh, mais si jamais tu peux, enfin, ça dépend de ton tempérament et de ce que tu veux, quoi. Donc, il y a des fois, il faut se dire, c'est bien d'être dans la meilleure classe, machin, mais des fois, c'est aussi bien d'être juste à ton niveau pour avoir ces petits exos supplémentaires, ils prennent un peu plus le temps d'expliquer, et quitte à ce que aussi le prof réexplique une fois de plus ce que tu as déjà compris. Bah, c'est pas grave, tu fais un exo en même temps, et tu continues à charbonner et tu n'as pas besoin d'attendre que, voilà, de faire le même rythme que les autres, tu peux faire un peu de ton côté aussi, et ça peut passer dans tous les cas, quoi. C'est pas parce que tu es dans une petite prépa ou une petite classe que tu vas pas réussir à avoir des super résultats si tu travailles à ton rythme et Ah oui, bien. c'est ça. Non, mais pas du tout. En plus, en l'occurrence, j'ai rencontré tellement des gens comme ça qui ont fini dans les top écoles à partir d'autres prépas. Mais ce qu'il faut faire, par contre, ce que moi, je faisais beaucoup, c'est harceler les profs. C'est-à-dire, je ne faisais pas aller chez eux, leur envoyer des trucs, hein, mais les harceler à la fin du cours. Pendant le cours, j'essayais de pas trop embêter les gens, mais à la fin du cours, je me souviens très bien d'une interaction avec mon prof de physique de spé, qui était vraiment un mec incroyable. En 3,5, 5,5, j'étais moins relou, mais en 3,5, j'allais le voir à la fin, je lui disais, j'ai pas capté ce truc-là. Genre, c'était un truc sur les ondes, je pense. À l'époque, on faisait l'optique en première année, en deuxième année. Bon, c'est un truc sur la sphère d'onde ou je sais pas quoi. Et je comprenais rien à ce concept. Tu sais, c'est juste un truc où tu dis que, je sais pas, l'éclairage est le même à toute distance d'un point, en gros. Genre, bon, mais à l'époque, j'avais jamais rien capté à ça. Je comprenais pas. J'étais bloqué comme pas possible. Et je lui dis, vous pouvez me réexpliquer, s'il vous plaît. Il me réexplique. Bon, je comprends pas. Je dis, non, j'ai pas compris, je suis désolé. Il fait, bon, à un moment, il s'énerve un peu, il dit, bon, bah, vous êtes chiant. Je fais, non, je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas pour vous embêter, mais je comprends sincèrement pas. Je suis honnête. Et je lui dis comme ça, vraiment, c'est sincère, je ne comprends pas. Aidez-moi. Et là, il s'est rendu compte, bon, ok, c'est quand même mon boulot d'être prof. Il s'est posé, il a pris la craie et enfin, j'ai insisté. Non, mais c'est comme mon boulot. Genre, il a dû se dire, bon, c'est vrai. Quand je lui ai dit, c'est pas pour vous embêter, il a réalisé que j'étais pas juste un chieur, mais que sincèrement, je comprenais pas. Tu vois. Et là, il a pris le temps, il m'a expliqué, il a pris 15 minutes de son temps. Mais je me souviens à ce moment-là, je me suis dit, oui, il faut pas hésiter. Je sentais pas ouf de le demander comme ça, mais en fait, il faut le faire. Quand le gars comprend, s'il faut lui rappeler, il comprend, en fait, il sait que vous n'êtes pas juste un emmerdeur, mais que vous voulez, en fait, ben, comprendre. Et après, je l'ai fait moult fois avec le prof de maths, chimie. Enfin, dès que je captais pas, j'allais faire ça. Enfin, sans être trop relou, voilà, mais j'allais demander en mode non, bah, expliquez-moi. Et à la fin, je comprenais, j'étais content. Je posais plein de questions aussi. J'étais sûrement un peu plus immature à l'époque, donc peut-être un peu plus chieur. Je ne faisais pas aussi bien que toi sur la démarche de dire je comprends pas. Mais ouais, je posais aussi beaucoup de questions, surtout en première année, quand mon prof de maths était un peu plus, avait plus des idées un peu dans tous les sens, qui pour moi c'est un peu plus dur de suivre que d'avoir une structure très très carrée. Ce Ah que non, je moi aussi, préfère. j'aime bien quand c'est carré. Oh la vache. Enfin, Euh, sinon, on peut pas. ouais, non, il y a des gens qui y arrivent qui thrive, qui sont super forts, même dans des structures très floues. Alors, moi, c'est pas forcément mon cas, mais donc je galérais un peu, quoi. Ah, ouais, pour préparer un concours d'ingénieur avec le moindre petit truc qui peut tomber à l'oral, si t'es pas cadré avec la liste de tous les trucs, ouais, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Dans le contexte vraiment, pas recherche, mais vraiment prépa avec un concours au bout, t'as besoin d'un minimum de cannes, je pense, mais bon, après, c'est chacun son truc. Et donc là, t'intègres le Cachan, comment ça se passe? Est-ce que tu étudies les maths à fond? Parce que donc, ta chaîne YouTube est spéciale sur les exos de maths, mais comment ça se passe pour toi, le NS? C'était quoi ton but à ce moment-là? Tu avais déjà des projets? On se dit, NS, tu veux être prof, grosso modo, hein, Ouais, ou en gros. chercheur. Non, mais alors bizarre. En fait, ma chaîne YouTube, c'est des maths, mais c'est surtout parce que c'est pas des maths de haut niveau. Tu vois, je suis pas chercheur en maths justement. C'est un peu le truc. T'es pas dans les 15 premiers X, c'est pas grave. Tout le monde va pas faire chercheur fondamental en maths à Princeton. Tu vois. C'est pas mon cas et c'est pas ce qui m'intéressait non plus. Non, c'est plus pédagogique, disons. Disons que je pense que là où je suis bon, la compétence que j'ai développée depuis que j'ai, je crois, 18-20 ans, c'est être capable d'enseigner. Vu que j'ai tellement galéré en prépa, j'ai galéré chaque exo qu'on me donnait en sup, j'arrivais pas, hein, je trouvais pas l'astuce. Vu que j'ai cubé, je pense que tu as vu les phénomènes, tu comprends tout mieux. Il n'y a rien qui est passé à la trappe. J'ai tout mieux capté et enregistré. Je pense que je comprends bien ce qui bloque. Quand des fois le prof de prépa a oublié depuis 30 ans et sait pas ce qui bloque l'élève, tu vois. Donc mon truc, c'est plus la pédagogie. Et en fait, je suis rentré à Normal pour plusieurs raisons. Dès la terminale, j'adorais histoire, philo, toutes les autres matières. Genre, honnêtement, j'avais un délire je viens de classe moyenne, je veux réussir. Donc, je vais pas faire la prépa de mes rêves qui serait HKBL, un truc mélangé, tu vois. Je vais faire maths physique parce que je suis bon en ça, j'aime bien, mais je veux surtout pas faire ça. Dès la terminale, je savais que je voulais faire maths physique en prépa pour avoir une réussite sociale, m'en sortir, avoir une bonne école.
mais essayer d'avoir XENS pour pouvoir faire autre chose qu'ingénieur. Alors, je sais que c'est un podcast d'ingénieur, mais en fait, je voulais surtout pas faire de sciences après. Donc, je suis plus un mec qui a utilisé le système pour s'en sortir, tu vois. Et donc, mon but, c'était d'avoir XENS vraiment pour avoir le côté, je peux faire de l'éco ou autre chose après. De l'économie, parce que l'économie, pour moi, à 17 ans, c'était un truc mystérieux. On comprend les échanges entre les gens, l'argent, je comprenais rien. C'était complètement mystérieux. Bon, j'ai fait 5 ans d'éco après et j'y comprends toujours pas très bien, hein, mais, mais tu vois, c'était mon but. Donc, je suis arrivé à Normal Sup, jour de la rentrée, à Cachan, là. Je vais voir la directrice de physique. On est quoi, 18 dans le département. Euh, Petite culpabilité, peut-être que j'ai gâché une place de physique. Bon, écoute, désolé. Je lui ai dit, écoutez, je suis venu ici pour faire de l'économie. J'ai pas envie de rester en physique. Est-ce que je peux changer de département? Premier jour de rentrée, elle me dit, OK, bon, bah, il y en a toujours un comme ça chaque année. Ouais, dis-moi, moi je m'en fous, hein. Donc allez voir le directeur de département, c'est le gars là-bas, et voyez avec lui. Genre le mec, bonjour, département, directeur département d'éco. Il me dit, ouais, c'est moi. Je veux venir dans votre département. Je dis ça comme ça. Il me dit, OK, bon, bah venez dans mon bureau, il y a une procédure pour ça, on se voit demain, et voilà. Donc il me dit, vous avez fait quoi? En gros, il me teste pour savoir si je suis à peu près malin. Bon, vous venez d'où? En gros, je pense qu'à Ulm, ils sont complètement libéraux, genre très ouverts. Tu peux aller en maths fondamentale alors que tu viens de philo. Mais ils te disent par contre, tu payes les conséquences. Et si tu n'arrives pas à valider, t'es plus payé. Pendant un an, t'es plus fonctionnaire et t'assumes, quoi. À Cachan, c'était plus sous contrôle. On voit, on fait une petite enquête. Et en moyenne, si tu descends l'échelle des sciences, en gros, ils disent oui. Donc si tu viens de philo et que tu vas en physique fonda, ils vont te dire qu'est-ce que tu racontes. Si tu viens de maths physique et que tu vas en éco, il y a encore des maths, ils disent OK. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc je suis passé en éco. J'avais 4 ans de normal sup devant moi, donc 2 ans. Normal, ils ne donnent pas de diplôme. Je sais pas si les gens sont au courant de ça, mais c'est pas une école qui délivre des diplômes. Ils peuvent pas Ah faire ça. non, je savais même pas, tu vois. Genre, on Non. s'était dit en off, parce que tu m'avais dit, attention, moi j'ai pas un diplôme d'ingénieur et tout ça. J'étais en mode, mais attends, mais t'as fait ENS, je comprends pas. J'étais Ah, je crois persuadé qu'ils ont que. un... Non, je crois qu'ils ont un truc honorifique qui s'appelle diplôme de normalien que j'ai même pas été récupéré, que personne ne récupère. En fait, Normal Sup, c'est un institut assez étrange qui est public, tu es fonctionnaire stagiaire quand tu y es, donc tu es payé. Et en fait, le seul diplôme que tu as, c'est un diplôme universitaire donné par une fac. Donc ton diplôme, quand tu es en sciences, par exemple, que ce soit à Cachan ou à Ulm, tu es avec Jussieu, donc Paris 6 ou 7, j'ai oublié, ou peut-être 5, 6, 7, un des trois. Moi, en éco, donc c'était éco-gestion, éco-sociaux, enfin tous ces trucs d'éco, c'était en gros avec la Sorbonne, donc Paris 1. Et donc, tu es inscrit à la Sorbonne. Bien sûr, tu es un élève normalien, c'est écrit dans le bulletin officiel de l'État, machin, tu es normalien, machin, ok, il y a tout un truc. Mais ton diplôme universitaire, c'est celui de la Sorbonne. Donc pendant 2 ans, oui, ça, et donc ils t'adaptent les parcours où tu as les cours à moitié à l'école, moitié dans la fac où tu es inscrit. Bon, après, tu perds pas forcément change au niveau international, parce que de tout ce que les gens connaissent, alors c'est une petite blague, hein, mais tout ce que les gens connaissent à l'étranger en général, c'est ah, tu viens de France, tes études, t'as été à la Sorbonne, et toi, je C'est suis pas obligé de faux. dire oui. Je dis oui, hein. Quand les gens me demandent t'as fait quelle école, et que genre tu connais des écoles, il faut oui, oui, à la Sorbonne. Je fais, oui, oui, c'est ça, c'est à peu près la même chose, à peu près la même chose. Ah oui, non, c'est vrai. Mais alors, ça, c'est pour les gens. Par contre, les universités anglo-saxonnes, américaines, anglaises connaissent le top 5, 10 français. Ils connaissent Polytechnique, ils connaissent Normal Sup, eux, ils connaissent. Et je pense qu'ils ne se font pas trop avoir par des trucs genre je fais un an de licence à la Sorbonne, je vais à Harvard, ça marche pas. Non, 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 bien sûr, là c'est plus, je parlais de n'importe qui que tu vas rencontrer dans ta vie entre guillemets normale. Mais oui, forcément, si tu fais des maths et que tu vas faire ou de l'éco, enfin, et que tu es dans le top machin académique et que tu vas faire des trucs académiques, ils connaissent quoi. Heureusement, c'est pas tout le temps dit, tu vois, mais heureusement, ils connaissent à peu près. Ce qui a mené à la fin de mon parcours, en gros, moi je me suis dit, j'ai 4 ans de normal, donc je vais faire en gros 2 ans L3 M1 équivalent à la Sorbonne normale. Et j'ai tous mes petits copains qui ont fait Polytechnique, en gros, qui eux, je sais, vont aller à Berkeley ou à Cambridge en Angleterre, tu vois. Parce qu'ils sont à l'X et tout. Et je me disais dans ma tête, mais en fait, enfin, je vais pas me comparer en permanence, hein, mais ma base, ma norme, je veux pas la baisser. C'est mon standard, c'est qu'il n'y a pas de raison que moi je fasse pas aussi un truc stylé. Donc en gros, mon projet dès la rentrée là, au département, c'était, je vais quand même bosser et déchirer un peu, essayer d'être dans les premiers du département. Honnêtement, simple en maths parce que bah, j'étais ancien prépa maths, donc je pouvais déchirer les matières mathématiques, statistiques, macro, ça je pouvais les déchirer sans trop de problèmes. Et mon but c'était, il faut absolument que j'ai un truc équivalent Oxbridge, quoi. Je voulais pas aller aux States, c'était loin, j'avais une petite copine en France à l'époque, mes parents, machin. Donc je voulais surtout pas aller aux States, mais mon but c'était ça. Donc dès la rentrée septembre de licence, après la 5 demi, je me suis dit, bon, faut que je taffe, que j'ai des bonnes notes, et je prépare mon départ à l'étranger. Et donc tu es allé à. Je suis allé à Oxford. Normal Sup, c'est 2 ans généraux. Troisième année, ils t'encouragent à faire la grègue. Quatrième année, master de recherche. Et tu peux ne pas faire la grègue si tu pars à l'étranger et que tu as un projet à peu près cohérent. Et donc j'ai postulé en Angleterre, j'ai fait tout un peu tout seul. Parce que là, par contre, c'est le côté de normal ENS, c'est pas très cadré. Ils te disent pas, tiens, t'es classé tant, t'as telle école, tu vas à Berkeley, tu vois. Je crois qu'à l'X, c'est un peu comme ça. ENS, c'est un peu, si t'es dynamique, tu fais ton truc, tu leur imposes, tu leur mets sous le nez, ils vont dire oui, tu vois, en gros. Et donc j'ai postulé un peu de mon côté, j'ai fait les concours genre TOEFL, je sais pas quoi, GRE, donc tous les concours de maths,
Je voulais pas les faire, mais j'ai dû le faire. Tu sais, les concours normés, genre GMAT et tout, j'ai dû faire ça. Et j'ai postulé en Angleterre. Je voulais postuler en mode dans le top du top, en mode si c'est pas le top du top, il y a des trucs excellents en France, autant rester en France. Mais je vais pas m'endetter ni rien pour des trucs qui valent pas le coup. Donc, j'ai tenté Oxford, Cambridge, LSI. Et il y a que Oxford qui m'a accepté avec bourse, parce que ça coûte cher ces trucs-là, et mes parents n'allaient pas me financer. Ça coûte Donc, combien alors c'est en grad school, donc c'est un peu et ça a changé avec le Brexit. Donc pour un élève à l'époque européen, c'était 1 an pour total de frais pour la fac, c'était environ 14 000 livres, 18 000 euros Ouais, ouais, en master, ça en va master revenir. recherche. Ouais, ça va être à peu près la même chose qu'en Australie pour un. Ouais. Alors master Ouais, pro, c'était par contre 40 000. Master MBA, ça c'était 40 000. Master ouais, ouais. recherche, MBA, c'est plus 18 cher 000. toujours. Mais Ouais. 18 000 pour 2 ans. Enfin, chaque année, 18 000, tu vois. ouais. Et donc, moi, avec mon salaire de fonctionnaire donc, de l'époque, j'avais 1 200 par mois à peu près, normal chiffre au début. J'avais économisé pendant 2 ans pour avoir un peu d'argent, mais il me fallait une bourse. Je n'allais pas pouvoir tout payer. Ils te laissaient pas rentrer sur le territoire anglais si tu pouvais pas justifier que tu allais pouvoir débourser pendant 2 ans l'équivalent de 2 fois 18 000 plus 2 fois 15 000 pour les frais, tu vois, de vie de tous les jours. Donc, il fallait que tu aies un paplard que tu signes et que tu justifies que tu puisses ramener, c'était quoi? À peu près 30, 60 000 euros, tu vois. Ouais. Est-ce que je vais avoir 60 000 euros disponibles? Donc, il me fallait une bourse, tu Et la bourse, tu l'as eu, vois. Enfin, comment s'est passé la bourse? alors, bon, alors, il y avait les 2 ans de normal sup qui étaient en gros, ça me fait mes frais de vie, ça c'est réglé. J'avais économisé 10 000 euros sur mes 2 premières années de salaire à 1 200 balles. Donc, j'ai eu un peu, disons, toutes les vacances, c'était du hitchhike. Il n'y avait pas trop d'hôtel, tu vois. Et la bourse, en fait, c'est quasi automatique. Quand tu postules, tu dis un peu qui tu es. Tu as des bourses spécifiques, genre handicap. Donc ça, bon, bah, voilà, tu le fais. Et ensuite, c'est beaucoup de bourses dans les facs, en tout cas, ce que j'ai vu, Oxford, Cambridge, LSI, c'est beaucoup de bourses spécifiques au pays d'où tu viens. Il n'y a pas trop de bourses si tu es très pauvre ou je sais pas quoi. Ça, c'est plutôt pour les élèves anglais. Donc, c'est pas trop compliqué normalement, c'est quasi automatique. J'ai même pas dû faire de démarche en plus que celles qui étaient incluses dans la fac. Ils te mettent comme candidat spontané à une dizaine de trucs, selon qui tu es, en termes de pays, handicap et tout. Et il y en a une qui m'a sélectionné, c'était une bourse qui était, je sais plus comment ça s'appelait, enfin la bourse s'appelait la Jenkins Scholarship. Et le délire, c'était un ancien ingénieur qui est décédé, qui a laissé une fondation pour les sciences sociales. Parce qu'il aimait bien ça en tant qu'ingénieur, il trouvait ça cool. Donc chaque année, il finançait 6 profils d'un ensemble de 8 facs européennes pour aller étudier à Oxford. Et j'ai eu de la chance parce que la fac, c'était la Sorbonne. Heureusement, j'étais inscrit à la Sorbonne, justement. Donc, je suis passé un peu à travers les mailles du filet comme ça. J'ai eu cette petite bourse-là et qui me filait en gros 15 000 livres. Donc, ça m'a payé, c'est exactement ce qui me manquait. C'est trop cool et ça montre aussi pour que pour les étudiants qui se posent des questions, qui font des parcours un peu originaux ou qui sont pas forcément à l'aise dans le système tel qu'il est, classique de faire prépa, ingénieur derrière, qui veulent se faire autrement, qu'il y a toujours des possibilités, ça demande un peu de débrouillardise et de travailler, parce que forcément tu vas pas avoir ce genre de choses si tu travailles pas, que tu n'es pas dans les meilleurs, dans une voie donnée. Hein, on peut le faire Ouais. de façon maligne comme tu as fait, où tu as fait, je suis meilleur en physique, donc je pars en PC, mais ce qui te permet justement à un moment donné d'être dans le top dans le petit concours que enfin, dans le système de notation que tu as. Et ensuite, tu peux te faire ta voix à toi et c'est cool. Bah ouais, disons qu'il y a deux trucs. Un, je suis conscient d'être très privilégié, tu vois. C'est que pendant mes 4 ans, là, j'ai eu 4 ans financés par l'État, si tu veux. Ah, 1 200 par mois, ok, c'est pas énorme, mais c'est monstrueux par rapport à un étudiant qui doit taffer, aller chez McDo, faire des trucs. Enfin, c'est vraiment un privilège incroyable. Donc, je vais pas dire, c'est bon, faites comme moi, c'est facile. C'est vrai que c'est vraiment une situation super. Alors, j'ai bossé pour, ok, tu vois. Mais c'est quand même une situation très particulière. Et ensuite, sur l'optimisation, t'as raison, hein. Moi, j'ai tout optimisé. C'est-à-dire que j'ai fait PC et trucs. En mode, bon, PC, c'est plus de travail en chimie orga, mais ça va, c'est pas être brillant en maths, tu vois. Et ensuite, quand j'ai fait le aller en économie à Cachan, c'était beaucoup plus simple, entre guillemets, pour moi d'être dans les 3 premiers du département. Mm. J'aurais été à Ulm, j'aurais réussi dans ma vie, il n'y aura pas de problème, tu vois, mais à Ulm, en éco-sociaux, punaise, j'aurais été avec tous les gens qui avaient fait éco-sociaux à Henri IV et tout, mais ça aurait été la galère pour être dans les premiers du département et être pris à Oxford. Impossible. Donc, c'est vrai qu'optimiser tout son parcours avec ce qu'on a, c'est un peu une démarche de rat, hein, de tout optimiser, mais c'est ce qu'il faut faire, je Non, pense. j'ai fait un peu similaire, enfin, sur ce que je pouvais optimiser de mon côté. Euh, genre, j'ai fait la majeure énergie lors de ma troisième année parce qu'à l'époque, Centrale et Supélec étaient deux écoles différentes. Et moi, j'ai commencé à Supélec. Et j'étais à l'époque, je crois que cette année-là, on était 8. Enfin, on était 12 à postuler. On était entre 6 et 8 à avoir le deuxième diplôme de Centrale Paris. Mais pour ça, il fallait être pareil dans les 20% premiers de la promo. Et moi, ça me saoulait grave parce que je faisais l'ingénieur entreprise. Et vraiment, j'avais la flemme d'être dans les. Enfin,
j'avais pas envie de bosser. Enfin, concrètement, je venais de bosser en prépa, on m'a dit tu fais la prépa, après tu bosses moins. Donc, bien sûr, je bossais un peu, tu vois, mais j'avais pas envie de bosser pour être à les 20% premier. Enfin, c'était relou. Et j'avais Tu sais que c'est des heures, quoi. Ouais. ah oui, tu sais que c'est incompressible. À un moment donné, il y a des gens qui sont bons en Ouais, face. ouais. Faut quand même, même si j'avais de la chance, entre guillemets, parce que bah, les concours, je les avais, enfin, par rapport au niveau que j'avais en prépa, tu sais, j'avais quelques examens que j'ai ratés, donc je me suis retrouvé à Supélec où j'étais quand même relativement confortable. Euh, mais ce que j'ai fait, c'est que pareil que toi, je l'ai optimisé au sens où, ok, c'est quoi les matières qu'il faut absolument réussir avec les plus gros QF. Tu fais les trucs et tu bourrines les matières où il faut avoir le plus gros QF. Et derrière, genre, je crois que tu dois être dans le 30-40% de la promo, enfin 50% selon les coefficients. Selon, tu avais, toutes les majors avaient leur, grade, leur propre notation, leur propre pondération. Et je suis genre, entre 50 et 30% partout, sauf en énergie. Pof, là, je suis dans les 20% premiers. Ah, c'est ça. C'est Et tellement j'ai eu ça. voilà, après j'ai joué sur j'ai fait les stages qu'il fallait, donc j'ai joué sur le fait ah ouais, je vais avoir des stages à Total, laisse-moi rentrer en énergie, ça correspond totalement. Mais c'était vraiment l'optimisation du non non, il faut avoir des super bonnes notes, genre j'ai eu première élective d'énergie, j'ai eu 18 sur 20, tu vois. Alors un électif en première année qui compte pas, mais en fait je savais très bien que si je veux faire énergie à la fin, il faut que la matière d'énergie, je puisse dire non mais regardez, j'ai été à major de la première option qui servait à rien, qui était super simple, Ouais. mais c'était quand Mais en même plus, il moi y a qui de était là l'humain, en haut parce que quoi. si le prof pourra dire, écoutez, c'était le premier de ma petite promo, oui, c'est ça. Il y a de l'humain quand même derrière. Non, Ouais. c'est ça qu'il faut faire, hein. C'est le meilleur, le meilleur choix que tu aies pu faire, je pense. C'est ça. Et ce 18 sur 20 ne m'a quasiment rien coûté, hein. J'ai travaillé peut-être 10 heures max, alors que si jamais tu veux avoir un 18 dans les matières comme enfin des trucs beaucoup plus techniques comme physique quantique ou des conneries de NPL, les transistors, j'aurais dû travailler. C'était 100, 200 heures de travail qu'il fallait coller derrière. Donc c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Bah, c'est ça, il faut optimiser. Sachant que moi, je te parle de tout ça, des optimisations des trucs. Il faut imaginer un jeune homme de 20 ans qui a aucune idée de ce qu'il veut faire, hein. Moi, j'étais paumé, j'étais en mode bon, faut pas que je baisse en niveau, entre guillemets, donc je vais faire un truc anglophone stylé. Et après, peut-être que d'ici là, moi c'était ça mon truc, d'ici là, peut-être que j'aurais maturé sur les trucs de la vie, je sais pas, parler aux filles, faire des machins, tous les trucs que tu veux gérer en gros entre tes 20 et 25 ans, tu vois, être à l'aise dans tes baskets. D'ici là, j'aurais géré. En même temps, j'ai des bons diplômes, enfin, d'excellents diplômes, et quand je sors, peut-être que là, j'aurais trouvé ce que j'ai envie de faire. Donc c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas. Des fois, t'es casé à 18 ans, t'as une passion, tu veux faire un métier, genre, je sais pas, ingénieur électronique ou chimiste, tant mieux, c'est beaucoup plus simple. Moi, j'étais dans un flou total. Ce que je raconte à tous les étudiants que je suis ou mes élèves de lycée en cours particulier, parce que je fais quand même pas mal de cours particuliers, c'est finalement mon activité que j'ai choisie, c'est le flou et l'ouverture des possibles. C'est possible, enfin c'est gérable, mais ça coûte très cher. C'est-à-dire que si tu veux le faire, c'est un luxe. C'est pas genre tu le fais comme ça. Non, non. Si tu veux te l'offrir, il faut cravacher et c'est un luxe qui coûte cher. C'est-à-dire que j'ai sacrifié pour voilà, prépa 3 ans, ensuite tu bosses, il faut vraiment des très très bonnes notes et faire que. Je crois que j'ai commencé à boire avec des amis et me sociabiliser quand je suis arrivé à Oxford, donc j'avais 22, 23 ans. J'ai pas bu une bière avant d'avoir 23, tu vois. Et je dis Ah pas que ouais. c'est. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Il y a des gens en prépa qui se mettaient des mines, qui se mettaient des cuites, ils ont fini à l'X, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais que j'étais très discipliné avec mon cerveau, mes compétences cognitives, mes trucs, il faut que j'assure. Je Alors c'est suis pas clair. un génie des maths. Non, pareil, pareil, Voilà. Donc, j'ai très peu bu avant. Ah, bien sûr, je me suis amusé, mais j'ai très peu bu avant d'arriver en école. Très, très peu bu. C'était. c'est ça. Mais j'étais en mode, j'ai J'avais. pas le temps, je veux réussir, tu vois. Je C'est veux ça. optimiser, réussir. Je sais pas ce que je voudrais faire plus tard. Et si je veux continuer à pas savoir pendant quelques temps parce que je suis pas très mature, honnêtement, c'était ça aussi. J'étais pas très casé, je veux faire ça. T'as des gars, ils ont 16 ans, ils veulent faire charpentier. Les mecs, ils savent ce qu'ils veulent. C'est Ils ont une incroyable. carrière, ils font leur truc. Et oui. Et moi, j'étais pas du tout comme ça. J'étais dans un flou de mec perdu, tu vois. Ouais. Et en parlant d'orientation, je vais revenir un peu sur donc, ta chaîne YouTube qui s'appelle donc The Math Tailor, où tu as fait à peu près 80 vidéos qui est sur des exercices de mathématiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur à quoi ça correspond? Parce que comme tu l'as dit, ta spécialité, c'est maintenant, c'est tout ce qui est cours particuliers pour aider les étudiants à progresser dans certaines matières. Est-ce que c'est aussi bien en maths qu'en éco? Parce que quand je t'avais découvert via ta chaîne YouTube, j'avais vu que les exos de maths, mais après, tu n'arrêtes pas de parler aussi de l'éco. Donc, est-ce que tu as aussi des exos d'éco dedans? Je suis désolé s'il y en a, je les ai Non, non. loupés. Mais Non, non, il n'y en a est-ce que pas, il tu n'y en a peux pas. m'en dire un peu plus sur ta chaîne YouTube et le projet qu'il y a derrière, comment ça se passe? Ouais. Alors, c'est en Angleterre que j'ai commencé les cours particuliers un peu intenses. Je me suis rendu compte qu'il y avait une culture là-bas de cours particuliers d'élite. C'est des mecs qui ont fait Oxford-Cambridge, qui sont payés 100 livres de l'heure et tout. Je suis, putain, mais c'est ouf. Donc, j'ai aussi financé mes études là-bas en faisant quelques cours à alors notamment un Chinois, fils d'un dirigeant du parti de l'époque. Enfin, un truc de fou. Je suis tombé sur lui et il était à Saint-Andrews, une fac très bourgeoise, il y a la famille royale, bref. Juste des cours en Zoom de maths. Bon. Et j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, mais merde, moi j'aime bien enseigner, j'aime bien les élèves, j'aime bien les trucs. Vu que j'ai galéré, j'ai souffert, j'ai galéré pour comprendre les exos, j'aime bien le transmettre et donner ça à des lycéens si je peux. Et c'est quand je suis revenu en France, j'ai un peu tenté une thèse à Ulm, j'ai fait 1 an, c'était un enfer, j'ai pas du tout aimé. Enfin, c'était sympa, mon directeur était top, etc. Mais
Moi, c'était un enfer pour moi. J'étais pas à l'aise là-dedans. Et je me suis dit, mais en fait, les cours particuliers à Paris, en mode un peu cher, et avec le diplôme que j'ai, j'en fais un truc pro, il n'y avait personne sur le marché. C'est comme ça que je me suis retrouvé à le faire. Et j'ai compris qu'il y avait un marché pour deux raisons. Un, bon, parce que, bah, il y a personne et tout le monde a envie d'un prof, enfin, de quelqu'un d'assez sérieux sur lequel tu peux compter et laisser tes gosses en gros. Enfin, tu sais que l'avenir de tes gosses est géré. Et deux, l'info est mal distribuée. L'info de l'orientation, personne ne comprend rien. Que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, comment partir à l'étranger, personne ne capte rien. Je me suis retrouvé avec des familles plutôt aisées, honnêtement. J'ai mis des tarifs de plus en plus élevés. Je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire de l'argent. Donc j'étais content. Mon but étant de bosser le moins d'heures possible par semaine entre mes 24 et 28 ans, 27 ans. Je pense que j'ai fait 10-12 heures par semaine ultra bien payées, tu vois. Mon but c'était de maximiser le taux horaire pour faire à côté des trucs, la radio, du bénévolat, des trucs comme ça. Et j'ai bossé avec des familles très aisées. Je me suis rendu compte qu'ils comprenaient rien à l'orientation. Pourtant, ils ont ce qu'il faut, tu vois, c'est des gens qui ont fait des avocats, des médecins, des trucs, ils comprennent rien. Ils comprennent rien parce que c'est pas très clair, honnêtement, tu vois. Ils captent rien, comment je fais avec mon fils, ah, je le fous en prépa, ok, il veut faire des maths, il veut faire ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres trucs à l'étranger, c'est bien à l'étranger, comment j'optimise tout ça? Ils comprennent rien. Et je me suis retrouvé un peu à faire un peu de connaissance du système anglais, un peu ce que j'y étais, mais moi j'étais en master, j'étais même pas en licence, mais je me suis quand même renseigné, j'ai vu comment ça marchait. Et par des demandes de parents d'écoles internationales, trucs comme ça, je me suis retrouvé à devoir me former un peu en mode fake it till you make it, tu vois, genre, tiens, tu peux faire les SAT? Oui, oui, je connais, pas de problème. Passe 2 semaines à faire des SAT pour faire le cours. Je me suis formé comme ça plusieurs fois sur pas mal de concours et me rendre compte que, bah, en fait, très peu de gens dans ce pays, enfin en France, pouvaient avoir le rôle que je commençais à avoir. C'est-à-dire dire, voilà ce qui existe, tu peux postuler en Suisse, en Angleterre pour tel prix, machin. Je pense que ça vaut le coup de mettre 40 000 balles si tu fais telle fac, pas celle-là, autant faire celle-ci en France qui est gratuite. Enfin, tous ces arbitrages et faire ces conversations avec les parents, j'ai pu les faire, je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Je me suis rendu compte que plein de gens, en fait, les gens qui ont les moyens, bah, ils s'en foutent en fait de dépenser de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est un résultat. Ils veulent, est-ce que tu me donnes les vraies infos ou est-ce que c'est un flou, faux, on comprend rien, tu vois. Et c'est ça qui s'est passé. Donc je me suis retrouvé à faire ces cours particuliers avec beaucoup de discussions sur l'orientation, avec un peu une niche où des clients à moi sont venus d'une plateforme de matching de base, mais ensuite ils se sont refilés mon numéro et j'ai eu une niche de parents d'élèves d'écoles internationales, c'est-à-dire à Paris ou à Séoul, à New York, à Bruxelles et à Athènes, tu vois. Enfin, je donne des exemples comme ça. Tout ce réseau de gens dans les lycées français à l'étranger qui sont un peu filés mon numéro parce qu'ils voulaient un profil qui les aide à faire le système français prépa et aussi postuler Angleterre-US. Donc voilà, j'ai baigné là-dedans pendant quelques années. Donc j'étais content, hein, je réussissais bien, je gagnais ma vie, c'était top. Je me suis dit, c'est quand même con parce que personne ne comprend rien. Peut-être que ça pourrait être cool, ça traîne dans ma tête de diffuser ça un peu gratos. Parce que bah, tout le monde n'a pas les moyens de payer les services d'un gars comme moi, ni même s'ils ont les moyens de savoir qu'un gars comme ça existe, ou de savoir même que c'est possible de postuler en Suisse, en Angleterre, tu vois. Il y avait plusieurs niveaux, quoi. Être au courant que c'est possible et ensuite pouvoir s'offrir les services de la personne qui sait, tu vois. Tout ça, c'est très compliqué. Donc je me suis dit, tiens, il faudrait que je le fasse de manière plus gratuite, en fait, redonner un peu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un système français public qui m'a permis de réussir, alors que je n'avais pas une famille aisée, j'aurais jamais pu me payer un lycée privé, j'ai fait ce truc de Louis le Grand, etc. Est-ce que je peux pas redonner un moment, tu vois? J'adore bosser avec des familles aisées parce que c'est super simple, c'est agréable, les gamins sont encadrés, enfin, et je peux choisir les gamins, enfin, c'était vraiment top. Mais est-ce que je peux pas donner un peu? Et voilà, ça a donné un peu, c'était ça l'esprit de à la fois la chaîne YouTube et le projet que j'ai lancé d'entreprise à côté. Cette chaîne YouTube vient de là. Sur YouTube, il y a plein de maths, il y a personne qui fait Math Admission Test d'Oxford, STEP de Cambridge, SAT en français. Personne faisait ça. C'est parti, j'y vais, tu vois. Et tu continues donc C'est un peu long, mais T'as quel rythme maintenant sur ta chaîne? en ce moment, depuis quelques mois, depuis même quasi tout le temps, c'est une par semaine. Une vidéo par semaine, le dimanche, 16h. Oh, c'est bien, une horaire fixe, un exo de Ouais. maths pour une des grandes universités et comment on le résout. Ouais, l'idéal, ce serait de faire deux, trois par semaine, mais honnêtement, bon, déjà, j'en fais une. Et puis, je vois quand j'ai le temps si j'en fais plus, tu vois. Mais ouais, j'essaie de faire des trucs. Alors, je fais des petits cycles, des fois. En fait, je prends des sujets et ça me fait kiffer de les résoudre, et puis je les rédige. J'essaie de faire un truc pas mal, tu vois. Et j'essaie de faire un cours en vidéo de la même manière que je le fais avec mes élèves. C'est-à-dire, on se prend pas la tête. Le premier truc, c'est casser l'attitude. L'attitude du genre, enfin, tu vois peut-être ce que c'est, mais des fois en maths, moi, ça m'irritait un peu, le côté, on pose la fonction auxiliaire, c'est très sérieux, c'est très machin, il y a 10 personnes qui comprennent, 40 qui sont paumées. Non, non, je veux montrer le cambouis. Je veux qu'on voit le cambouis, la galère, tu vois, la fonction auxiliaire, pourquoi je l'ai trouvée. Parce que j'ai galéré, j'ai fait un dessin, je comprends rien. J'essaie d'insister sur, je vois tel mot dans l'énoncé, j'essaye tel truc, ça foire, c'est pas grave, j'essaye tel truc, tu vois. J'aime bien montrer ce mécanisme. Parce que je pense que ça donne confiance aux élèves qui se disent, putain, j'arrive pas du premier coup le bon Ah, truc. C'est ouais, normal, tu vois. non, mais c'était insupportable. Je trouve, en première année pour les maths, c'était juste, enfin, c'était un peu des solutions pas qui sortaient du chapeau parce que je comprenais pas d'où elles venaient. Il y avait une raison pour, mais le prof l'expliquait pas forcément tout le temps, qui était incroyable au Ouais. demeurant, un super prof, très très bon, mais très.
avec beaucoup d'idées qui fusent. Et donc, ah bah là, il y a ça, on va citer le truc. Putain, elle sort d'où cette fonction? Pourquoi on fait -1 plus 1 comme ça, juste pour le fun? Et en fait, on fait, ah d'accord, tu fais une identité remarquable et ça te fait des trucs. Et, ah tiens, ça tombe. Mais j'aurais jamais pensé à faire -1 plus 1. Enfin, C'est bref. ça. Moi, ce qui manquait, c'était la méta-explication, en fait. Ouais. J'avais un prof aussi légendaire en sup, mais alors pour le coup, il était assez cadré, il expliquait bien, mais il n'y avait pas la méta-explication de écouter la sup. C'est pas des maths très intelligentes tout le temps, c'est une fondation de petites astuces à connaître. Tu vois l'exo, tu n'y arrives pas. C'est pas grave. 90% des gens n'y arrivent pas. Tu penses pas à l'astuce. L'important, c'est de comprendre que c'est une fondation pour plus tard. Ce plus un moins un, tu le retiens et en fait, c'est la partie de ton apprentissage. Tu dois apprendre. Il y a 14 briques. Il y a plus un moins un. Il y a, je sais pas quoi. Il y a plein d'astuces comme ça. Il y a intégrer, poser une fonction cos x moins x, j'en sais rien, f de x égale ça, et que tu mets égal à 0, tu résous. Voilà. Et ça, en fait, c'est des briques d'apprentissage. Faut pas te tirer les cheveux de je suis nul, je me sens mal en termes de, comment dire, d'image de moi parce que j'y arrive pas. Non, non, c'est normal de pas y arriver, c'est la première fois que tu le vois, t'apprends. Ça, on te le dit pas. On te dit trop, essaye l'exo, t'y arrives pas, tu te sens mal, on Ouais, va et surtout, t'expliquer. c'est la résolution, il arrive, il fait. Bon, alors c'est bon, vous avez bien galéré pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais en fait, là, on pourrait se dire, regardez, vous voyez l'équation, vous dites, je pourrais faire +1 moins 1. What? Ouais, Et il n'y a aucune et c'est ce explication, que mais en j'essaie fait, de c'est faire, de comme tu dire, dis, c'est une astuce, quoi. Il te dit pas, c'est une brique, oui, il y a plusieurs façons de faire pour, en fait, ça permet de faire des multiplications, bref, de faire des coefs et tu résous ton truc. Mais ça, quand tu le sais pas et qu'on te le balance comme ça, c'est bizarre. bah c'est ça. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre. Alors, c'est ce que je transmets dans mes cours. C'est de rendre déjà, quand je suis en cours avec quelqu'un, j'essaie de rendre ça un peu marrant, voilà, de rendre le truc un peu plus clair, d'aller un peu, tu sais, lever les rideaux et voir le truc un peu Mais dégueu dans lequel il faut mettre les mains pour y arriver. tu prends toujours des personnes en cours ou pas? Parce que la façon dont tu t'en parles au présent, là, mais j'avais Oui, compris que tu étais à fond sur ton app maintenant et sur. alors, je suis à fond sur mon app, et sauf qu'il y a des familles avec qui je bosse depuis quelques années et j'ai pas pu les abandonner comme ça, les laisser comme ça. Donc, je fais encore quelques heures de cours particuliers par semaine, en gros 4. D'accord. Mais avec des personnes que tu connais, tu prends plus de nouvelles personnes. Si un jeune regarde cette vidéo, il peut te contacter ou Non, pas? ils peuvent me contacter, mais je vais pas accepter. J'ai plus de créneau. Des fois, il y a des gens qui me contactent pour des trucs, je fais des stages de vacances, des trucs. Ok, peut-être que je peux caser des trucs spécifiques, genre en juillet, août, où je peux prendre plusieurs personnes à la fois. Mais alors, en solo, je suis booké. En général, je suis booké D'accord. en mars-avril pour l'année septembre-juin, tu vois. Ouais. Donc, Pour aller sur là où les personnes peuvent te contacter, on a parlé en off avant. Donc, il y a un forum Discord, par contre, que tu as, sur lequel tu as pas mal de gens qui parlent de maths alors? ouais, c'est ça. Alors, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, honnêtement, c'était en janvier, enfin, je sais plus quand c'était il y a plus d'un an. On était 40 abonnés max. J'avais fait un petit serveur Discord pour me dire, allez, comme ça, les gens discutent d'orientation et tout. Bon, il y avait 20 personnes. Je sais pas, les mystères de YouTube. En juin dernier, ça a explosé. Il y a une vidéo qui est passée à 50 000 vues à partir de genre 200 vues. Et depuis, ça s'est développé vachement. Donc, on n'est pas encore 10 000 sur la chaîne, mais sur le Discord, on est à peu près, je crois qu'il y a 1500, 1600 personnes. Donc, c'est un forum, enfin, c'est un Discord, quoi, ultra positif. Vraiment, pas mal de gens qui m'ont dit après, mais c'est incroyable que tu peux avoir un forum sans quasiment le gérer. Je le laisse tourner tout seul, je modérais à peine jusqu'à récemment. Ben, en fait, les gens sont cool, quoi. C'est que des gens qui aiment bien les maths, T'as tous les niveaux, donc t'as quelques secondes premières, mais pas beaucoup. Beaucoup de terminales, prépa, supérieure, des gens de licence, master. C'est rangé par canaux et ça échange dans tous les sens. Je pense qu'il doit y avoir 2000 messages par jour, honnêtement. Ah, Les c'est gens échangent des incroyable. exos, des trucs. Ça bouge tout le temps, ça discute et c'est vachement positif. Ah, c'est cool. Bah, je Donc au mettrai début, je le. regardais un peu. Ouais. Ouais, Vas-y. tu mettras au début, je regardais tout ce qui se passait. Maintenant, je regarde plus parce qu'il y a trop, je peux pas suivre, tu vois. Mais C'est incroyable. J'avais fait un petit Discord aussi, mais c'était pas. Je réponds de temps en temps, mais il y a très peu de messages au final. Quand il y a de l'activité, je regarde et je réponds, mais c'est pas ah oui, non, là, aussi. non, là, c'est énorme. Et je fais un petit clin d'œil à tous ceux qui sont proposés pour être modérateurs. Là, il y a quelques-uns qui sont là depuis le début, qui sont ultra motivés, qui sont proposés pour être modérateurs, qui aident, qui l'animent. Et ils font un boulot incroyable. Et bon, bah, je pense fort à eux. Et vraiment, non, c'est cool. Une communauté positive. Et je me suis rendu compte, j'en fais de la pub dans chaque vidéo. Je dis, hop, il y a un petit Discord. C'est la pub que je mets à chaque vidéo de YouTube. Je me suis rendu compte qu'il y avait une bonne partie des gens sur le Discord qui connaissent même pas mes vidéos YouTube, qui l'ont pas vu, qui savent même pas ce que c'est. Ils comprennent pas, ils voient Mass Taylor, Discord, ils s'en foutent, ils savent, il y a un copain qui leur a dit que c'était un bon truc pour parler de maths, ils y viennent, tu vois. Il y a un des modérateurs qui m'a dit, ah, au fait, je connais même pas tes vidéos, je savais pas qu'il y en avait. Ah bon? Je fais la merde. Donc en fait, ça s'est un peu diffusé comme ça. Les gens ont compris que c'était assez positif. Tu peux poser tes questions de physique, tes galères, parler de tes galères en, je sais pas quoi, en maths, en orientation, et c'est assez cool. Cool. Donc ouais, Ah, c'est top. Bah, j'étais écoutez, content voilà. d'avoir construit ça. Je vous invite à y aller si. Je mettrai le lien en description à la fois un podcast et chaîne YouTube. Pareil, ta chaîne YouTube The Mass Taylor. Et si on a parlé aussi de l'application donc de cours particuliers, c'est plus pour des jeunes qui sont au lycée a priori, s'ils ont entre Oui, alors, 16 et c'est ça. 19 ans. Ça s'appelle Ça- Studéo. C'est un peu le même esprit. C'est un projet, alors un peu plus grosse envergure, où je me suis dit avec mon partenaire, comment on pourrait faire pour mettre, toujours pareil, ce truc que je fais en cours particulier, cher, rare, les bonnes infos.
Il y a plein de trucs qui déconnent dans l'éducation nationale, machin, en France, dans plein de pays. Ça, le prof particulier doué, ça marche. C'est ultra rare, ultra cher, c'est chiant. Comment on le digitalise? C'est ça qu'on s'est demandé, tu vois. Est-ce qu'on pourrait pas prendre ça et le mettre dans un truc dans ta poche, tu vois, une appli sur iPad, sur téléphone, sur ordi? Et on a bossé pas mal dessus. Le but, en gros, enfin, c'est d'avoir du contenu ultra quali. Un peu ce que je fais sur ma chaîne YouTube, parce que ma chaîne YouTube, c'est les concours d'Oxford, Cambridge. Mais en gros, le même format appliqué au programme, c'est-à-dire maths, seconde, première, terminale, même sup. Donc on fait sup, on n'a pas encore touché à l'aspect. Et faire ça, donc beaucoup de contenu ultra quali, ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus, on a dû faire 1000 vidéos, je pense, avec une équipe de profs assez incroyable qui sortent des mines de Paris, de Polytechnique, enfin, des gens passionnés qui aiment l'enseignement, qui sont profs particuliers. Et le deuxième aspect qui a fait que, je me le raconte un peu, mais j'étais trop content parce qu'on a galéré pas mal, on a pu trouver des fonds, on a levé des fonds en juin dernier avec un fonds d'investissement américain. Le deuxième aspect qu'on commence à mettre beaucoup en place, c'est l'aspect technique, personnalisation. Parce que si on veut te vendre un prof dans ta poche, c'est pas le tout d'avoir du contenu sympa, ce qu'on a fait pour l'instant, du contenu de qualité, etc. D'accord? C'est aussi le rendre personnel et en gros que tu sentes qu'il y a quelque chose qui est là pour toi en fait. Et l'idée, c'est qu'on mette un peu d'IA, un peu de machine learning, et on comprend avec les réponses que tu mets, les résultats que tu as aux petits tests qu'on te met, les vidéos que tu consultes, euh, assez vite, l'appli, le but en tout cas, c'est que assez vite l'appli comprenne qui tu es, tes besoins, voit où tu rates des trucs et te propose du contenu, te fasse des recommandations. Ça, c'est pas très compliqué à mettre en place en termes de code et tout. Voilà. Des recommandations adaptées, notamment, je pense, pour les trucs que tu as ratés depuis des années. Tu vois, tu es en terminale, mais tu es mauvais sur faire des fractions vite fait, bien fait, tu vois. Détecter ce genre de trucs. Et ensuite, un truc un peu perso, alors on est en train de regarder comment intégrer, c'est ultra, on a recruté un ingénieur en chef là, qui fait un boulot incroyable, comment intégrer en gros Wolfram Alpha pour la résolution. Je sais pas si tu connais Wolfram Alpha, le Ah, solveur d'équations en ligne. C'est un des ah, plus pas du gros tout. solveurs d'équations en ligne Ok. au monde, tu vois. C'était pas à mon époque, donc je connais pas, non. Ouais, donc Wolfram Alpha, tu peux l'intégrer parce qu'ils ont un API, tu vois, et intégrer ChatGPT. Et donc là, c'est un des grands projets qu'on a, c'est d'avoir de l'IA aussi pour que tu puisses toujours poser tes questions. Et au cas où tu poses une question vraiment trop compliquée, ça sera manuel, tu n'auras pas la réponse tout de suite, on t'enverra sur un prof, tu vois. Mais c'est qu'il y a un truc un peu personnalisé où tu sens que ça te parle, le contenu est ultra quali, et ça répond à tes questions. C'est ce qu'on est en train de construire. Alors, c'est en cours. On a pour l'instant donc une version qui est assez belle, qui commence à être un peu léchée, où il y a du bon contenu, les vidéos bien, et on est en train d'ajouter et de coder l'IA de plus en plus. Donc c'est un projet, j'espère qu'il va de plus en plus fonctionner. Et voilà, on a déjà quand même, depuis l'an dernier, je pense qu'on a eu 30, 40, 50 000 maintenant téléchargements. Donc Ah, incroyable. ça commence à pas mal se développer. Et voilà, donc très content de le voir, toujours content de le voir se développer chaque mois, tu vois. Et c'est un peu le même délire que la chaîne YouTube, mais version programme officiel français, pas juste les concours étrangers, quoi. Ouais. Et Donc c'est l'application distribué. ouais, application Pardon. Studéo. Ok. Est-ce que tu Ouais. as un dernier conseil ou un dernier mot pour les étudiants qui peuvent nous regarder et qui se posent des questions, qui veulent réussir et qui sont encore dans cette phase d'études? Oui, alors peut-être qu'on a trop parlé et que mon parcours est trop particulier dans le délire. Ah punaise, le gars il s'est bossé, il a fait le Legrand, normal sup, ou toi t'as fait quoi, Supélec, et tout ça c'est du top 5 école d'ingé. Bordel, c'est impossible. Je veux pas donner cette impression. Moi j'ai eu la chance de pouvoir faire ce truc-là. Faut pas oublier qu'à un moment, il y a un monde, et tu le découvres beaucoup plus tard, ça dépend de tes parents peut-être, mais il y a un monde où en fait, t'es débrouillard, tu peux t'en sortir avec le bac, quoi. Tu peux aussi, je veux pas être, moi j'avais pas assez confiance en moi pour ne, j'avais un esprit très conservateur, enfin, j'étais plutôt de gauche et tout, mais conservateur dans le sens, faut que j'aille à l'école, que j'ai des bonnes notes et que je réussisse comme ça, c'est la seule manière, tu vois. J'avais un peu cette angoisse classe moyenne de réussir et de pas me lancer dans le risque. Je veux quand même pas donner cette illusion. Enfin, après, ça fait un peu, c'est facile pour toi de dire ça, tu as fait les bons concours, et maintenant tu t'en sors, tu vois. Je veux pas. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver, mais tu peux t'en sortir avec n'importe quelle école, en fait. Vraiment. Quand tu fais ingé, quand tu fais sciences, moi, je fais une petite dédicace à un parent d'élève, là. Un parent d'élève qui m'a dit, lui-même, dans son histoire perso, son père avait fait Polytechnique, lui, il avait fait du genre mine de Nancy, tu vois. Il m'a dit, bon, j'avais pas fait l'IC, je me sentais mal à l'époque, j'ai fait les mines de Nancy, qui sont une école d'ingénieurs extrêmement reconnue, mais peut-être pas le top 10 français. Le mec a fait une carrière incroyable d'ingénieur. Enfin, il a fait une carrière incroyable, il a bossé en Corée pour genre EDF ou je sais plus, un truc d'énergie, tu vois. Faut pas non plus se focus et stresser sur il faut faire le top 5, top 10. C'est quand tu es dans la culture top 1 prépa, des fois tu te dis il faut faire le top 5, le reste c'est nul. C'est faux. En termes de carrière, quand tu as 30 ans, tout le monde s'en fout de l'école que tu as fait, tout le monde veut voir ce que tu as fait depuis 10 ans, tu vois. Et encore Je veux le plus rappeler pour pas donner. à l'étranger. Moi, je suis arrivé en ici, enfin vraiment, le nom de l'école. C'est pour ça que je te dis quand je disais la Sorbonne, c'était vraiment ce que tu disais, parce que Ouais, tous ouais, les ingénieurs étaient là, bah, on vient tous de la Sorbonne, ouais. C'est ça, on est ingénieur c'est et ça. personne connaît de toute façon, donc que ce soit mine de Nancy, Polytechnique ou une école qui est en Picardie, peu importe. Bah, c'est ça. C'est ce que tu fais qui compte et c'est vraiment ta Voilà. capacité à travailler et ta motivation quand tu commences.
pour montrer ce que tu vaux, et c'est ce que je dis aux élèves que je vois, moi notamment en cours particulier, c'est des fois ils me disent je veux absolument faire l'X et tout. Je comprends, tu as une envie de un peu d'hubris, de jeune, de réussite, de machin. Ok, on va tout faire pour que tu y arrives, mais c'est pas grave au pire. Si tu l'as pas, on s'en fout, c'est pas grave. Moi à l'époque j'étais trop bloqué, j'avais un peu des œillères, je voyais pas ce qui était possible. Et c'est peut-être aussi une question d'éducation. Je pense que si tu as plus accès à l'information, tu vois que papa il a fait tel truc sans faire des. Enfin, ça peut aider. Se déstresser sur ok, t'as les concours, c'est vrai, c'est chiant, c'est stressant, mais c'est pas trop grave. Parce que j'ai l'impression que là, on en a parlé, c'était top, mais je veux pas devoir donner l'impression qu'il fallait absolument faire ENS ou je sais pas quoi. C'est faux. Moi, j'étais un gamin un peu névrosé, stressé, je voulais absolument réussir. J'étais pas le plus heureux épanoui non plus. Il y a moyen de se balader, faire des trucs, aller parcourir le monde. J'ai rencontré une jeune fille de 17 ans. J'avais fait une interview d'elle dans une autre occasion. 17 ans, elle avait fait un truc, je fais un peu de pub là, qui s'appelait Hack ton bac. À 17 ans, elle avait dit, rien à foutre, ça me saoule le lycée, je suis pas douée. Alors elle a dû convaincre ses parents. Elle est partie pendant un an de terminale. Elle s'est inscrite en candidat libre et elle est partie, elle était marseillaise, elle est partie à Paris, bosser dans des startups, découvrir des choses et en même temps préparer son bac de manière très organisée. Tu vois. Donc elle a appris à s'organiser, les outils d'organisation, machin, prendre des notes, se poser et elle a fait son bac à distance. Elle a réussi à avoir son bac alors que c'était la cancre qui détestait le lycée, qui était au dernier rang. Tu vois. Elle a réussi à avoir son bac et elle en a fait un bouquin qu'elle a appelé Hack ton bac. Tu vois. Depuis, elle fait plein de projets, etc. Et tu vois, par exemple, ça peut arriver. On le dit pas assez en France, on a peut-être trop tendance à faire des profils un peu comme moi, stressés de la vie, qui veulent des bonnes notes, alors que tu as aussi ça, c'est un extrême. 17 ans, elle est partie, elle fait des trucs, ok, extrême, mais il y a ça qui existe aussi. Donc voilà, j'ai envie de rappeler ça. Si vous voulez faire des trucs un peu, vous êtes stressé de la vie, vous voulez des bons diplômes, ok, j'étais comme ça et je comprends, bah, c'est parti, mais c'est pas grave si on foire. C'est pas la mort, on peut toujours trouver d'autres manières, on peut se débrouiller et partir en Australie, faire un projet incroyable. Bah, on peut faire des choses complètement folles. Ce serait ça le mot de la fin et le côté. C'est de l'habitude aussi qui parle. Je parle souvent des gamins de 16-19 ans, tu vois. Les déstresser un peu. Les déstresser, parce que des fois, ils te mettent une pression, ils sont malheureux. Ça va Hmm. aller. Quand t'as envie, tu bosses dur et tout, ça va aller. C'est Bon. non, très très beau mot de la fin, je suis d'accord. Donc, merci beaucoup, Anthony. Antonin, on va repartir en off, mais merci beaucoup pour ça. Merci à toi, c'était sympa.